Europe 1, la France bouge. La pépite. Nicolas, on va un peu revenir sur votre parcours, et on viendra aussi sur le vôtre, Éric Vivier. Vous avez fait Sciences Po HEC, vous n'êtes pas médecin vous aussi. Je trouve ça génial, on fait une France bouge sur le cancer, il n'y a pas de médecin autour de la table, ce qui prouve qu'il se passe... Non mais il se passe quelque chose. On est entouré de médecins. Ouais, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que la tech entre dans tous ces traitements et cette avancée. Vous avez commencé votre carrière au Quai d'Orsay, donc rien à voir avec la santé. Vous êtes allé ensuite dans le privé, vous avez travaillé chez L'Oréal, Sodexo, dans le marketing, dans le business. Et en 2008, vous avez intégré le monde de la santé que vous n'avez jamais quitté. C'est exact. Pourquoi ? J'y suis allé un peu à reculons. Quand j'étais plus jeune, pétrifié à l'idée d'aller chez le médecin. J'avais une sorte de phobie sur tous les aspects médicaux. Et donc, je me suis fait approcher par une boîte de santé qui cherchait un dirigeant pour aller en Russie. Et il se trouve que je parle russe. Et donc, j'ai commencé comme ça, sans vouloir... vraiment m'y projeter à horizon long terme, et j'y suis resté, et je pense que j'y resterai toute ma vie parce que c'est un secteur fantastique en termes d'innovation. Ouais, et vous êtes un mordu de technologie en plus. De technologie, et puis surtout le fait de se dire qu'à la fin de la journée, on a travaillé modestement pour le bien-être des patients et des médecins. Donc d'avoir quelque chose de mesurable et de tangible. Et je pense qu'on est beaucoup du secteur à trouver une source de motivation dedans. Donc une source de motivation, surtout qu'en 2016, vous avez aussi révolutionné la médecine avec CARE. Q-A-R-E, c'est vous qui l'avez créé. C'est la télémédecine à la maison. Oui, alors ça paraît évident aujourd'hui. Non, 2016, non. Ouais, j'ai commencé à réfléchir sur le sujet en 2014-2015. On me prenait pour un fou. Les médecins me disaient, mais si je peux pas toucher ou palper le patient, je pourrais jamais poser un diagnostic. Et puis, on n'était pas les seuls, mais avec d'autres, on a fait en sorte que ça rentre dans l'air du temps. Et le Covid nous a bien aidés, puisque par définition, les patients avaient du mal à aller voir leur médecin, et c'est comme ça que le business a décollé. Le business a décollé, CARE cartonne, on connaît tous CARE, la télémédecine. Et comment vous venez à Cure 51 ? C'est la raison pour laquelle vous êtes ici sur Europe 1 ce soir. Il y a la technologie, il y a les progrès de l'IA qui sont entrés en ligne de compte. Oui, il y a un ensemble de facteurs. Enfin, c'est souvent ce qui déclenche, je pense, la vocation d'un entrepreneur. Il y a du rationnel et de l'émotionnel. Le rationnel, c'était en effet, comme Éric l'évoquait, c'est de se dire que les progrès de la technologie, on ne se rend pas compte, mais ce qu'on appelle le séquençage ou le profilage moléculaire, c'est-à-dire la capacité à comprendre le génome, c'est des technologies qui sont aujourd'hui accessibles. C'est-à-dire que pour analyser le génome d'un patient, aujourd'hui, ça coûte environ entre 4 000 et 8 000 euros. Il y a 5 ans, ça coûtait 100 000 euros, 120 000 euros, 200 000 euros. Donc le projet qu'on a monté aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire il y a quelques années pour des raisons économiques. Donc déjà, il y a eu des progrès très fort et une démocratisation de ces technologies. En effet, l'intelligence artificielle permet d'aller beaucoup plus vite sur la capacité à tester des modèles, ce qu'Éric évoquait. Donc on va poser des hypothèses et on va les tester en permanence. C'est des laboratoires qui peuvent tourner 24 heures sur 24. Donc on a des possibilités de calcul infinies. Et le dernier élément, et c'est quand même la clé de tous les projets, je pense qu'on pourrait y revenir, c'est l'accès à la donnée. Parce que beaucoup de gens se gargarisent sur l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas de données pour nourrir les modèles, c'est un peu comme un moteur qui tourne à vide sans essence. Vous allez nulle part. Et donc, avec mon associé Simon, on s'est dit, quelle est la donnée la plus rare ou la plus précieuse sur laquelle on pourrait s'appuyer pour essayer de comprendre cette maladie ? Et on a tous les deux rapidement convergé sur la donnée des survivants. C'est et génial, après, l'aspect émotionnel, c'est que l'aspect émotionnel, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas, malheureusement. J'ai été touché de façon très directe dans mon entourage familial par la maladie du cancer. Et voilà, je me suis dit que je voulais consacrer le reste de ma vie à éradiquer cette maladie. Bon, mais vous l'avez fait, Nicolas Volikoff, avec Cure 51. Alors concrètement, c'est quoi Cure 51 ? Puisque vous, je le disais, vous plongez dans la biologie des survivants. On va vous écouter pitcher et après on va vous poser des questions. Vous êtes prêts ? Il faut. Allez, c'est à vous. Cure 51, en fait, c'est un projet qui a pour ambition, en effet, de constituer la première base de données mondiales de survivants exceptionnels du cancer. Alors, c'est quoi un survivant exceptionnel ? C'est un patient qui est diagnostiqué d'un cancer très agressif, vous l'avez évoqué. En l'occurrence, le pancréas, le glioblastome, cancer du cerveau, ou le cancer du poumon à petites cellules, qui est la forme la plus agressive du cancer du poumon. Des patients qui sont diagnostiqués en phase terminale, donc en phase 4. Généralement, la chirurgie n'est plus possible. Et donc, c'est dans la majeure partie du temps, malheureusement, quelques soins palliatifs. Et l'espérance de vie du patient, ça va être entre 6 mois et 1 an. 98% des patients vont décéder, malheureusement. Et 1 à 2% vont survivre. C'est eux qu'on appelle les miraculés. Ils reçoivent les mêmes traitements que tous les autres. Ils sont suivis par les mêmes équipes médicales. Et pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui, ils survivent. Donc nous, notre métier, en fait, c'est d'identifier ces patients. Et aujourd'hui, on en a identifié 2000 dans 42 pays dans le monde. Donc c'est un projet très international. De rapatrier toutes leurs données, y compris leurs tissus. Donc on importe des tissus et des tumeurs qu'on centralise dans notre labo, qui est d'ailleurs basé à Gustave Roussy. Et après, on va analyser toutes ces données
faire le séquençage moléculaire de ces tissus pour essayer de comprendre pourquoi ces patients survivent alors que la grande majorité des patients décèdent et développer sur cette base des nouveaux médicaments. Merci. Voilà, c'est ça l'objet. C'est génial. Merci Nicolas Volikov, cofondateur de Cure 51. Je trouve ça exceptionnel. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Qui veut réagir en premier? Allez, Éric Vivier, le président de Paris-Saclay Cancer Cluster. Moi, je suis un grand fan de Cure 51, Nicolas le sait. Pourquoi 51 ? Alors, c'est un hommage à une scientifique qui s'appelle Rosalind Franklin, qui est une scientifique britannique qui a été la première à identifier la structure en hélice de l'ADN, et ça s'est appelé le cliché 51. Entendu. Voilà. Éric Vivier. Malheureusement, pour la petite histoire, le prix Nobel a été donné à d'autres. Ouais, elle a été spoliée de sa découverte, et elle est morte juste après en plus, parce qu'elle a été, un peu comme Marie Curie, elle a été exposée de façon très longue, en l'occurrence au rayon X, elle est morte d'un cancer des ovaires, et elle a été spoliée de sa découverte, que d'autres se sont attribués et ont gagné le prix Nobel. Alors, on lui rend hommage ce soir sur Europe 1. Complètement. Marie Curie, elle a eu ses prix Nobel, ce qui est une grosse différence. C'est vrai, elle en a même eu 2. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, on rappelle son nom de... Rosalind Franklin. Éric Vivier. Oui, non, je pense qu'effectivement, la démarche qui a été, qui est celle de Cure 51 s'inscrit totalement dans l'air du temps. Pourquoi ? Parce que probablement, il y a ce qu'on appelle en anglais un unmet medical need. Dans les pathologies qui sont ciblées par Cure 51, on sait que malheureusement, l'espérance de vie est très faible. Et donc, on a besoin de trouver de nouvelles pistes médicamenteuses. Et donc, leur démarche s'appuie aussi sur les technologies qui sont state of the art, le séquençage, comme a dit Nicolas, et aussi l'extraction de données. C'est quoi state of the art ? Ça veut dire quoi ? À la pointe. D'accord. À la pointe de la technologie. Et ensuite, il suffit pas simplement de collecter ces données, il faut avoir les outils de telle manière à extraire des pistes thérapeutiques à travers l'exploration de ces données. Donc, moi, je pense que c'est totalement excitant. Ça s'inscrit dans l'air du temps. En plus, effectivement, Cure 51 a été hébergé pour partie à Gustave Roussy, qui est donc au centre. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver la machine à café, si je reprends votre métaphore de la machine à café. Il est modeste, il a même cofinancé certaines de nos machines. Alors il faut le dire. Donc grâce au PSCC. Et donc ces malades, ces miraculés, comme vous dites, ils sont. Est-ce qu'on peut les chiffrer ? Ils sont combien ? Vous avez dit 2% sur 98. Ouais, ça dépend des cohortes, donc ça dépend des maladies, mais en gros c'est entre 5000 et 8000 patients par an dans le monde. Et aujourd'hui, on explique comment? Vous avez déjà des pistes sur pourquoi sont-ils des miraculés? Non, c'est un peu trop tôt. Ils ont forcément une biologie exceptionnelle. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre et à isoler, c'est justement isoler les mécanismes de défense de ces patients. Est-ce que c'est immunitaire? Est-ce qu'ils ont une réponse exceptionnelle au traitement? C'est trop tôt pour le dire. C'est génial, Benjamin. Et vous récoltez quoi comme information? C'est quoi? C'est des prises de sang de ces patients? C'est quoi? C'est les traitements qu'ils prenaient? Alors en effet, tout à l'heure on parlait de données. Nous on récolte 1 téra de données par patient. Donc je ne sais pas si ça parle aux gens, mais c'est des milliards et des milliards de données pour un patient. On va avoir tout le dossier clinique du patient. Donc ses traitements, ses antécédents, ses chirurgies, sa vie aussi, son mode de vie. Alors oui. Parce que je sais que pour le diabète, ce qui n'est pas, c'est pas le cancer, mais je sais qu'ils sont en train de faire une grande cohorte en ce moment internationale qui démarre de la France, on les a eus sur Europe 1, où ils prennent en compte le mode de vie. Bien sûr, je vais y revenir, mais absolument. De toute façon, dans le dossier clinique du patient, vous pouvez avoir des contre-indications alimentaires, sa santé mentale, son sommeil, etc. On récolte toute l'imagerie, donc les IRM, les scans. On récolte une grande partie des éléments biologiques, en effet, et surtout on récolte les tissus. Donc et récolter, ça veut dire que c'est de la data, c'est de l'IA qui va récolter. C'est de la data et du physique, puisqu'on importe, on importe les tissus et les tumeurs de 42 pays dans le monde aujourd'hui, qu'on importe et qu'on stocke à Gustave Roussy pour pouvoir en faire, ce que disait Eric, le séquençage moléculaire. Donc on va analyser toutes les strates du génome de ces patients, y compris l'épigénétique, donc c'est-à-dire l'influence du mode de vie et de l'environnement sur l'évolution génétique du patient. Ah, ça vient, l'épigénétique entre aussi en ligne de compte. Bien sûr. C'est passionnant. Je sais pas vous, moi je vois les paroles des invités, comme chaque soir, mais encore plus ce soir. Julien Honard, j'avais envie de poser une question. Alors, vous pensez qu'il vous faut combien de patients pour arriver à des premiers résultats, et vous en êtes où en nombre de patients collectés, enfin toutes ces données que vous collectez sur les patients? Vous en avez combien aujourd'hui? C'est une très bonne question. On en a identifié 2000. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle une biobanque, c'est-à-dire l'endroit où on stocke les tumeurs, on en a 150. On en aura 500 à la fin de l'année. Donc on aura 500 patients exceptionnels, et pour un patient exceptionnel, on a ce qu'on appelle un contrôle, c'est-à-dire un patient de la même cohorte qui souffre de la même maladie, qui lui est décédé à la médiane de l'espérance de vie. Parce qu'on fait toujours des binômes en fait. Ouais, exactement. On est encore dans le jumeau numérique là? C'est un peu différent, c'est en fait un appairage. C'est-à-dire on va essayer de comprendre rétrospectivement pourquoi ces patients ont survécu, et on va les comparer à des patients qui malheureusement ont été traités dans des situations similaires et qui sont décédés. Donc on est à la fois rétrospectif et comparatif. Et donc pour répondre à ta question, avec 500,
sur 3 cohortes, donc sur 3 maladies, on pense qu'on a la puissance statistique nécessaire. Quels sont les cancers, vous avez dit, les 3 cancers les plus, que vous étudiez avec le plus de difficultés finalement, là où il y a le plus de survivants? En fait, ouais, c'est un peu macabre, mais on a pris les statistiques sur là où le pronostic vital était le plus pessimiste quand le cancer est diagnostiqué en phase terminale, et donc c'est le pancréas, qui est en plus un cancer hyper pernicieux parce que le taux d'incidence augmente dans tous les pays du monde et touche des populations de plus en plus jeunes. Il faut bien comprendre que malheureusement, le cancer n'est plus une maladie de vieux. Aujourd'hui, en France, dans l'OCDE et même dans le monde. Le cancer du cerveau, donc le glioblastome, qui est aussi très agressif, et le cancer du poumon métastatique à petites cellules. Voilà. Juste, Benjamin, les cancers les plus fréquents et ceux que l'on guérit le mieux, parce qu'on va quand même prendre un peu de touche positive, parce que c'est le cas de La France Bouge. Alors dans l'ordre, les cancers de la prostate, du sein et du côlon sont les plus fréquents en France, et quand on regarde le taux de survie, eh bien là on voit que les cancers de la prostate, du mélanome cutané et du sein sont ceux avec le meilleur taux de survie à 5 ans. Vous restez autour de la table de La France Bouge, on a plein de questions à vous poser. Nicolas Volikov, cofondateur de Cure 51, les réactions aussi d'Éric Vivier pour Paris-Saclay Cancer Cluster. On va faire un peu de prévention aussi, juste après une petite pause musicale. Redbone, Come and Get Your Love sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Personne au monde ne choisit sa vie. J'avoue que la nuit met larmes noient mes joues quand je repense à ta maladie. Mais à travers cette alliance, moi je t'ai promis ma présence. Et ça pour le meilleur et pour Soprano, Léa Castel, dernière chance. Mais oui, parce que ce soir sur Europe 1, on parle du cancer à la veille de la journée mondiale contre le cancer. Nous sommes en train de découvrir un hub, un cluster dans le Val-de-Marne dédié à l'oncologie. En France, il manquait un acteur pour fédérer, pour épauler, pour faire phosphorer tous ces acteurs de l'innovation d'oncologie. Il est là et ça s'appelle le Paris-Saclay Cancer Cluster. Nous sommes avec Éric Vivier. Éric Vivier, vous êtes aussi le président, le fondateur, avec 5 autres personnes, d'Innate Pharma. Et finalement, c'est une suite logique. Innate Pharma avec le Paris-Saclay Cancer Cluster. Il me semble, parce qu'en fait, à Innate Pharma, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré des résultats de la recherche fondamentale qui venaient de nos 5 laboratoires, de telle manière à les transformer en médicaments. Et donc, c'est une partie de cette expertise que j'essaye de développer avec celles et ceux qui, au PSCC, en ont besoin. Mais ce qu'on fait à Innate Pharma, en fait, c'est de mobiliser tout un pan de l'immunité qu'on appelle l'immunité innée, et en particulier dans l'ensemble de l'arsenal de l'immunothérapie. Notre particularité, c'est de développer des cell engagers. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits ponts moléculaires qui sont faits par des fragments d'anticorps et qui vont permettre de lier une cellule qui va tuer une cellule tumorale à la cellule tumorale elle-même. Et c'est ça que fait donc Innate Pharma, et en particulier la première molécule qu'on a mis en clinique avec Sanofi vient d'obtenir une Fast Track Designation de la FDA, c'est-à-dire qu'elle est bien partie. Elle a été validée en quelque sorte. Elle est cotée, cette entreprise, au Nasdaq. Nasdaq, Euronext, donc 180 personnes, 8 molécules en clinique. Ça c'est pour Innate Pharma. La start-up de ce soir sur Europe 1, c'est Cure 51. C'est une entreprise 100% française, mais dont le projet est totalement mondial, puisque c'est la première base de données mondiale des survivants du cancer. Il s'agit de patients diagnostiqués en phase terminale d'un cancer du pancréas, d'un glioblastome ou encore d'un cancer du poumon à petites cellules. Nicolas Volikov, vous nous disiez que aujourd'hui vous étiez environ avec des données de environ 2000 patients au moment où nous parlons. On en a identifié 2000 absolument dans 42 pays. C'est majeur, c'est cancer du pancréas. Éric Vivier, vous vouliez avant la musique, vous vouliez presque nous alerter sur cette prévention, parce que Nicolas disait le cancer, c'est plus une maladie de vieux. Non, mais tout à fait. Et il a malheureusement raison. Et en fait, on s'aperçoit que chez les jeunes adultes, donc environ 40 ans, on peut prédire malheureusement une épidémie de cancer, et en particulier de cancer du pancréas. Alors, mais les pourquoi ? causes, alors justement, on essaye de chercher les causes. Alors, on sait qu'il y a des causes en cancer qui sont évidentes. Par exemple, les cancers du poumon avec le tabac. Là, on incrimine, sans pouvoir en être sûr, mais quand même, on incrimine les microplastiques et l'alimentation surtransformée dans l'explosion de ces cancers digestifs, et en particulier des cancers du pancréas. Donc, attention à ce que vous mangez. Attention à ce que vous faites, puisque malheureusement, ça peut être des facteurs très négatifs. Et vous le constatez, ça, de plus en plus de jeunes, à cause de l'alimentation surtransformée, à cause des microplastiques, vous avez déjà des données là-dessus. Alors, c'est une piste que est en train de travailler beaucoup de groupes d'épidémiologie pour savoir
qu'est-ce qui est la cause donc de l'explosion de ces maladies du tube digestif de manière générale. On est sur le même modèle avec le Paris-Saclay Cancer Cluster sur ce qui se passe à Boston et le Kendall Square. Ça y est, on a cette mentalité du risque, mais aussi de l'échec. C'est une mentalité très américaine. Nous, on est la Startup Nation. On y est arrivé parce que ça y est, on a l'impression d'être au même niveau là. Ça Alors y est. on est en train de on a le cette faire. fierté. Et je veux pas casser l'ambiance, mais le plus dur à transformer, c'est justement l'état d'esprit. Au MIT, pour avoir sa carte de prof, pour pouvoir rentrer dans le MIT, il faut pouvoir justifier d'1 journée par semaine d'implication dans un programme industriel. En France, pour pouvoir, en tant que prof dans l'académique français, justifier d'1 journée dans l'industrie, c'est compliqué. On y arrive de plus en plus, mais c'est compliqué. Donc je pense que c'est une bonne illustration du changement d'état d'esprit que le PSCC a pour ambition de modifier. Le Paris-Saclay Cancer Cluster. Oui. On y arrive. On va prendre un petit peu de temps parce que c'est un changement de mentalité. Mais alors, on est en train d'y arriver et les pouvoirs publics nous aident dans cette possibilité, effectivement, de reconsidérer, de revisiter ce qu'on appelle de manière très large des partenariats publics-privés. Il faut le faire effectivement de manière extrêmement réglementée. Il faut éviter les abus, bien évidemment, les conflits d'intérêts. Mais pour autant, à ce que je sache, c'est quand même l'industrie pharmaceutique qui fait des médicaments et elle doit se servir des résultats de la recherche qui est en partie de la recherche académique. Et mais aussi des ingénieurs. Julien Honard. Alors justement, ça concerne aussi Cure 51 sur les données de patients à récupérer. Vous avez dit, il y a un cadre réglementaire qui est très contraint. Si vous aviez là un vœu réglementaire, quel serait-il pour accélérer en fait là-dessus, ou alors vous avez déjà tout ce qu'il vous faut? Non, d'abord, je pense, parfois des gens se plaignent du fait que la réglementation européenne est plus drastique et plus rigoureuse que la réglementation américaine ou asiatique. Moi, je pense que c'est une chance, parce que le fait que le droit du patient, ce qu'on appelle la privacy, la confidentialité, soit au premier rang des priorités, je pense que c'est une chance et c'est une nécessité éthique et déontologique. Et nous, on n'aurait pas pu coaliser autant d'hôpitaux et de chercheurs si on n'était pas vraiment... Parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux français, hein. Vous êtes avec tous les hôpitaux. Oui, on a des hôpitaux dans le monde. Absolument, de partout dans le monde. Mais pour répondre à ta question, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse davantage standardiser et automatiser. C'est-à-dire que, idéalement, quand on met en place une réglementation sur un groupe de patients, par exemple, ou sur une cohorte, on puisse derrière la dupliquer de façon automatique sur d'autres cohortes sans être à chaque fois obligé de réinstancier la procédure. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le scale dans les projets un peu technologiques, c'est-à-dire la capacité à passer à l'échelle de façon plus rapide. Ouais, pour le reste, moi, j'ai pas à me plaindre. Au contraire, je trouve que c'est une chance. D'accord. Donc, c'est même plutôt facteur d'accélération parce que de rassurance vis-à-vis des hôpitaux avec lesquels vous travaillez. Tu sais, il y a une citation de Gide que j'aime bien qui dit l'art vit de contraintes et meurt de liberté. En fait, être contraint dans un cadre un peu rigide, ça te force à être créatif, ça te force à être efficace. Parce que t'as pas le choix que de te conformer. Donc c'est pas un frein. Au contraire, c'est en effet un facteur de stimulation. Très bien. De mon point de vue.